Bonjour et bienvenue sur Algomius. Je démarre là une nouvelle série de vidéos qui va s'attaquer toujours à l'algorithmie, mais cette fois-ci on va essayer de décortiquer des petites fonctions qui sont utilisées tout le temps quand nous écrivons des fonctions. C'est des petites fonctions qu'on ne remarque même plus, mais en fait qui nous permettent de solutionner un grand nombre de problèmes et qu'on utilise tout le temps. Pour cette première vidéo, je vais m'attaquer à la fonction swap, la fonction qui permet d'échanger finalement la valeur de deux variables. On va essayer d'expliquer comment elle fonctionne, on va essayer d'expliquer, de créer l'algorithme de la fonction swap, et on va essayer de voir aussi quelles sont les difficultés et finalement comment gérer la mémoire derrière. Pourquoi je veux parler de la fonction swap aujourd'hui? Parce que c'est une fonction qui est très utilisée notamment dans les algorithmes de tri. Vous avez déjà vu sur les algorithmes de tri, les programmes de tri qui sont déjà contenus sur cette chaîne, que beaucoup d'algorithmes fonctionnent avec des inversions successives dans le tableau. Le tri à bulles, par exemple, fait remonter petit à petit les grandes valeurs, fait descendre les petites. Le tri par insertion, c'est pareil, et le tri de sélection aussi. Trois algorithmes qui se basent sur la fonction swap. Donc cette fonction swap est essentielle, et on va essayer de comprendre comment elle marche. Et même si elle est très très simple à comprendre, vous allez voir en fait qu'il y a déjà quelques petites subtilités, et on peut déjà expliquer la mémoire avec. Donc ces vidéos ne sont pas destinées à des gens qui programment déjà depuis des années, ou des gens qui ont déjà des notions d'algorithmie avancée. C'est vraiment des petites vidéos qui vont permettre aux gens qui débutent en algorithmie, finalement, de commencer à avoir l'intuition de comment solutionner un problème. On se retrouve devant un problème, on a tendance parfois à se retrouver bloqué, à ne pas savoir par où commencer. Ces vidéos vont nous servir à essayer de trouver quelle est l'intuition par laquelle on peut démarrer. Et si on n'a pas d'intuition, essayez de faire un petit peu l'algorithme à la main, c'est de dire comment en tant qu'être humain, moi je réagirais, et essayer de voir si dans la résolution telle que je le fais à la main, finalement je vais trouver un axe qui va me permettre de l'expliquer à l'ordinateur avec les différentes structures que l'on a vues en algorithmie. Donc sans tarder, on va essayer de comprendre quelles sont les problématiques de la fonction swap. Donc pour cela, j'ai pris un idle devant moi qui va me permettre d'interpréter les instructions Python. Donc un swap, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une fonction qui va échanger la valeur de deux variables. Par exemple, je mets 5 dans A, je mets B, je l'affecte à 2. Donc j'ai la variable A qui contient 5, j'ai la variable B qui contient 2. Si maintenant je voulais échanger les valeurs de ces deux variables, on pourrait se dire naïvement qu'en fait il suffirait que je fasse que dans un sens que A est égal à B et que B est égal à A. Tout simplement, j'aurais échangé les valeurs des deux variables. Est-ce que ça a marché? En fait, quand j'ai A maintenant la valeur 2 et B a la valeur 2 aussi. En fait, qu'est-ce qui s'est passé là derrière? Eh bien, tout simplement, c'est une gestion de la mémoire qui a été mise en place. Alors, si on veut se représenter la mémoire de l'ordinateur, on peut se dire par exemple que c'est une immense étagère sur laquelle vous pouvez stocker des choses sur chacune des étagères. Ce que vous avez fait ici, je vais la représenter là par exemple. Voilà, j'ai ma grosse étagère qui peut contenir énormément de choses. Ce que j'ai fait, quand j'ai utilisé A égale 5, eh bien j'ai cherché un emplacement de libre sur mon étagère pour y stocker ma valeur 5. Cet emplacement était libre, j'ai mis 5, et je lui ai affecté le libellé A, pour que à chaque fois que j'appelle la variable A, en fait je récupère le résultat qui se trouve à cet endroit dans la mémoire, ou que je récupère la valeur qui se trouve sur cette étagère-là. Quand ensuite, je me suis attaqué à la variable B, j'ai mis 2 dans la valeur B. Encore une fois, j'ai cherché un emplacement libre dans la mémoire, c'est-à-dire une étagère libre dans la mémoire, et j'y ai stocké la valeur 2. Et pour que je puisse retrouver cette valeur 2 dans mon programme, je lui ai affecté un libellé B, pour que à chaque fois que je fasse appel à B, je récupère la valeur 2, et ainsi de suite, pour toutes les variables que je pourrais déclarer. Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ensuite, j'ai fait A est égal à B. Donc c'est-à-dire que j'ai pris la valeur qui était stockée dans A et j'ai dit maintenant tu me mets la valeur qu'il y a dans B. Donc la valeur 5 a été remplacée par la valeur 2. C'est-à-dire que j'ai remplacé ce qu'il y a à l'emplacement de A par la valeur qu'il y a à l'emplacement de B. Donc j'ai remplacé A par 2. Et en faisant ça, j'ai perdu la valeur 5 qui était tout à l'heure affectée à A. Et l'instruction suivante, quand j'ai mis dans B la valeur de A, en fait, vous vous rendez compte que je n'ai plus la valeur 5 et que ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai récupéré la valeur qui est associée à la variable A et je l'ai mis à l'emplacement qui est désigné par B. Donc j'ai remis 2 dans 2. Et j'ai perdu la valeur 5 et en fait, ce que j'ai fait, c'est pas que j'ai permuté les deux valeurs, c'est juste que j'en ai perdu une des deux
et j'ai affecté la même valeur aux deux variables. Donc quelle aurait été la bonne chose à faire? Dans mon cas de départ, typiquement, j'avais stocké 5 à l'emplacement A et j'avais stocké 2 à l'emplacement B. Et bien tout simplement, il aurait fallu que je stocke une variable temporaire et que je dise la première chose que je vais faire, c'est que je vais stocker A dans une variable temporaire. C'est-à-dire que le 5 qui est affecté à A, je l'aurais stocké dans un emplacement libre de la mémoire et je lui aurais affecté le libellé temp, temporaire, pour que je puisse la récupérer. Ensuite, une fois que la variable A était sauvegardée, et bien dans A, j'aurais pu mettre la valeur de B. Donc quelle est la valeur affectée à B? C'est 2. Et bien tout simplement, j'affecte cette fois-ci 2 à A. Ensuite, maintenant que j'ai sauvegardé la variable A, je l'ai sauvegardée dans temp. En fait, il me suffit maintenant de mettre dans B la valeur que j'ai sauvegardée dans temp. Cette fois-ci, je mets 5. Et ensuite, vous voyez que j'ai échangé les valeurs des deux variables. Et je peux supprimer la valeur temporaire, j'en ai plus besoin. D'accord, donc vous voyez déjà sur un exemple très simple, ça nous permet finalement d'expliquer comment fonctionne la mémoire de l'ordinateur. Donc, quand on utilise la fonction swap dans les algorithmes de tri, en fait, on ne fait pas des swaps sur des variables, mais on fait des swaps sur des éléments de tableau. Mais on va utiliser exactement la même logique qu'il y a là derrière. Un tableau, finalement, c'est pas très différent. On va essayer de dire, par exemple, on a un tableau de quelques éléments, 1, 6, 8, 7, 9, 3 et 4. Donc on a notre tableau qui est ici. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va générer à chaque élément du tableau, donc là on va mettre une valeur, notre programme, notre langage de programmation va affecter un rang, un indice. Donc 1 va être, la valeur 1 sera à l'indice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc le tableau a 7 éléments. Et donc, on s'aperçoit, ce qu'on écrit souvent quand on est sur un tableau, on dit par exemple, pour le tableau, la valeur à l'indice 0 est 1. Donc, et puis la valeur à l'indice 4, par exemple, est 9. Comment je fais? Je vais à l'indice 4, et je prends la valeur 9. Ce qui se traduit le plus souvent par, si jamais mon tableau c'est une variable tab, on dit tab de 0, le plus souvent, est 1. Et tab de 4 est 9. Si, ça c'est ma variable tableau. Alors là, c'est une erreur qui est faite assez communément par les gens qui commencent en programmation. Pourquoi est-ce que cet indice est toujours à 0? Quand on a appris à compter à l'école primaire, en fait, on n'a jamais commencé à compter à partir de 0, on a toujours commencé 1, 2, 3. Et pourquoi l'élément, finalement, n'a pas le numéro 1? Eh bien, encore une fois, c'est un problème de mémoire. Quand vous avez un tableau ici, et que vous voulez pouvoir le manipuler, sauvegarder des valeurs dedans, et que vous voulez pouvoir le récupérer, en fait, tous les éléments, ici, vont être stockés dans la mémoire. Et donc, cette fois-ci, j'ai toujours ma grande étagère qui peut contenir plein de choses. Qu'est-ce que va faire l'ordinateur pour stocker un tableau en mémoire? Eh bien, il va regarder combien d'éléments a mon tableau. Là, il va voir que j'ai 7 éléments. Donc, il va chercher dans la mémoire 7 cases consécutives, 7 étagères consécutives où je vais pouvoir stocker mon tableau. Imaginons, à partir de là, j'ai 7 éléments de libre, donc je vais commencer à stocker mon tableau. 1, 6, 8, 7, 9, 3, 4. Et il va mettre un libellé que mon tableau, ici, c'est la variable tab. Et comment, en fait, il va accéder aux différentes étagères? Eh bien, il va simplement dire que si je suis juste sur la valeur tab, eh bien, je pointe déjà vers 1. C'est-à-dire que c'est un tab qui n'est obligé de faire aucun décalage. Si par contre, je veux la valeur 6, eh bien, tout simplement, il faut que je parte du début du tableau et que je cherche l'indice suivant. C'est à partir du début du tableau, c'est l'indice suivant. Donc, il faudrait que je fasse tab plus 1. Et ainsi de suite, si je fais 8, il faut que je parte du début du tableau et que je fasse 1,
2 pour arriver à 8. Et donc je vais arriver sur tab plus 2. Et ça, c'est ainsi de suite. Alors, est-ce que Excel va comprendre? Ouais. Tab plus 0, tab plus 1, tab plus 2, ce qui finalement a été écrit pour nous en tab de 0, tab de 1, tab de 2, et ainsi de suite. En fait, on retrouve dans la notation de l'indice du tableau, finalement, le nombre de décalages que j'ai à faire par rapport au début de la mémorisation de mon tableau. Si je suis à l'élément 0, je suis obligé de rajouter 0 décalage. Si je veux l'élément 2, eh bien je suis obligé de faire un décalage. Et c'est pour ça en fait que le tableau est numéroté de 0 à 6. En fait, on récupère finalement l'emplacement mémoire qui est disponible. Et si vous avez déjà travaillé en C par exemple, ou en C++ avec les pointeurs, vous savez aussi que quand un pointeur pointe vers une zone mémoire, eh bien si vous faites +1 au pointeur, vous allez taper dans la zone suivante. Et on a exactement la même logique qui se retrouve là. Donc maintenant, on sait comment accéder finalement aux éléments d'un tableau. Très bien. Donc maintenant, ce que va nous demander finalement notre fonction swap pour les différents algorithmes de tri, c'est tout simplement qu'on va essayer de permuter deux nombres dans un tableau. Et là, je vous propose d'écrire l'algorithme directement. Donc encore une fois, pour l'instant, quand on ne sait pas exactement qu'on va écrire un algorithme, on va écrire plutôt qu'est-ce qu'on attend finalement de cet algorithme, quels sont les paramètres qu'on va prendre en entrée et quelles sont les données que l'on va avoir en sortie. Et bien tout simplement, on va écrire ici déjà notre fonction, une fonction swap. On va écrire notre fonction swap, et qu'est-ce qu'elle prend en paramètre cette fonction? Et bien déjà, on a vu que pour pouvoir inverser deux éléments d'un tableau, il faut déjà que vous ayez le tableau. Donc on va mettre le tableau, on va dire c'est un tableau d'entier, tab. Donc là j'ai mon tableau, donc c'est le tableau que j'ai ici, pour lequel je veux inverser deux indices. Ensuite je vais avoir un entier qui va symboliser l'indice 1, et je vais avoir un entier qui va symboliser l'indice 2. Donc ça va être les deux indices que je veux inverser. Qu'est-ce qu'elle va me retourner ma fonction? En fait, elle va me retourner rien du tout. Elle va juste utiliser le tableau d'entier tab en entrée-sortie. C'est-à-dire qu'elle va directement modifier finalement le tableau. Alors, une fois que j'ai créé ma fonction, j'ai bien entendu le début de ma fonction et la fin de ma fonction pour voir comment je peux l'appeler. Là, ce que j'aimerais faire, par exemple, pour un exemple, j'aimerais pouvoir faire finalement, j'aimerais donc mettre en place mon tableau T qui contient les éléments 1, 6, 8, 7, 9, 3, 4. Donc c'est le tableau que j'ai défini ici. Et en fait, ce que je veux faire, c'est par exemple, je vais échanger l'élément d'indice 2 avec l'élément d'indice 4. Donc mon premier argument de la fonction swap, c'est mon tableau d'entier, c'est tab. Le premier indice, ça serait l'élément 2, et le quatrième indice, donc la valeur 9, ce serait le quatrième indice. Donc je veux pouvoir écrire ça, je veux pouvoir faire un swap de mon tableau entre les éléments d'indice 2 et les éléments d'indice 4. Donc je veux échanger le 8 et le 9. D'accord. Donc comment est-ce que je peux faire ça? Eh bien tout simplement, on avait vu que dans la gestion mémoire, je vais être obligé de passer par une variable temporaire qui va temporairement me sauvegarder la valeur d'un des deux indices le temps que je écrive dans l'autre, pour ne pas, comme on l'a vu au début de la vidéo, pour ne pas écraser une des deux valeurs. Donc on va créer une variable locale, toujours en termes d'algorithmie, qu'on va appeler une valeur temporaire qui est un entier. Puisque, comme je veux pouvoir stocker une des valeurs du tableau, si là j'ai un tableau d'entier, eh bien la valeur temporaire sera entier. Si j'avais eu un tableau de décimal ou de réel, il aurait fallu que la valeur temporaire soit réelle. Elle veut pouvoir stocker la même chose que les éléments du tableau. Donc là, il faut que je sois raccord entre les deux, c'est très important.
Donc qu'est-ce que je vais faire ici? Tout simplement, je vais déjà stocker dans ma variable temporaire, je vais stocker une des valeurs que je veux échanger. Donc je vais récupérer dans mon tableau, on avait dit que je voulais échanger 8 et 9, par exemple, je vais échanger ces deux valeurs. Donc je vais déjà sauvegarder la valeur qui se trouve à l'indice, le premier indice dans mon tableau. Donc je vais sauvegarder la valeur qui se trouve au premier indice dans mon tableau. Donc je vous souvenez comment on avait représenté le tableau, tout simplement. On a le tableau, l'indice par exemple vaut 2, ça veut dire que je vais faire un décalage de 2 par rapport au début, 1, 2, et je vais récupérer la valeur 8. Donc là je vais bien avoir 8 dans valtemp. C'est sauvegardé. Donc maintenant j'ai le droit de réécrire dans l'indice 1, c'est-à-dire que je vais réécrire. Là ce que j'ai fait, c'est que pour l'instant j'ai sauvegardé dans valtemp, j'ai sauvegardé la valeur 8. Maintenant ce que je veux faire, c'est que je veux pouvoir mettre le 9 qui est ici à la place du 8, sachant que le 8 a été sauvegardé. Très bien, c'est ce que je vais m'appliquer à faire tout de suite. Je vais donc mettre dans tab indice 1, je vais vouloir mettre le 9. Et le 9 c'est quoi? Eh bien c'est la valeur de l'élément à l'indice 4 dans mon tableau. Donc ici ce que je fais, c'est que dans tab indice 1, je mets tab de indice 2. Parce que vous voyez que dans indice 2, le deuxième indice, j'avais mis la valeur 4. Donc 4 correspond à indice 2. Donc je récupère dans tab à l'indice 2 la valeur 9 et j'écrase la valeur 8 avec le 9. Donc pour l'instant, j'ai ça. J'ai 9 à l'indice 2, j'ai 9 à l'indice 4 et j'ai sauvegardé 8 dans val temporaire. Et donc maintenant, ce qu'il me reste à faire, tout simplement, c'est de reprendre la case du tableau à l'indice 4, donc tab de indice 2, et de mettre dedans, finalement, la valeur temporaire que j'avais mis de côté. Donc la valeur temporaire est à 8. 8 arrive à l'indice 4. Et je peux maintenant me passer de la valeur temporaire, j'en ai plus besoin. Et j'aurai échangé les deux éléments de mon tableau. Et c'est comme ça que fonctionne la fonction swap dans les algorithmes de tri. Donc là, on a un algorithme qui fonctionne bien. On a écrit notre fonction swap qui prend en entrée un tableau, qui prend en entrée deux entiers d'indices et qui intervertit les deux éléments de mon tableau. Donc cette fonction, elle est énormément utilisée, on le fait très souvent. Le tri à bulles fonctionne comme ça, on échange successivement les valeurs proches à proches pour faire remonter les plus grandes, pour faire descendre les petites. Très bien, donc maintenant notre algorithme est bon. On a essayé de retrouver tous les éléments qui pouvaient constituer l'algorithme entre nos tableaux et les indices, on a le traitement également, et on a les variables locales à définir. On peut donc passer à l'implémentation Python. Pour cela, je vais utiliser ici Visual Studio Code et on va essayer d'écrire notre code Python. Alors comment est-ce qu'on va écrire tout ça en Python? Eh bien tout simplement, les différents éléments que l'on a mis en place ici vont être convertis en éléments Python. Pour définir une fonction, on utilise le mot-clé def en Python. On va appeler notre fonction swap. On va lui dire... Donc Python n'est pas un langage où le typage est explicite, donc en fait on va voir que tableau entier, on n'est pas obligé de le mettre comme ça. Donc j'ai un tab, j'ai mon indice 1 et j'ai mon indice 2. Je mets les deux points et j'oublie pas avec Python que c'est en fait l'indentation qui fait qu'on est dans un bloc. Donc je vais dans ma fonction swap et j'indente avec une tabulation pour que tout ce qui soit maintenant aligné sur la même tabulation, soit le corps de ma fonction swap. Donc, on n'a pas non plus la possibilité en Python de déclarer explicitement une variable. Donc, le côté variable locale, c'est pas quelque chose qu'on va mettre en place ici. Ça se fera sur d'autres langages, et encore, ça se fait de moins en moins. Mais ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est tout simplement reprendre ce que l'on avait mis ici. Donc, on va définir une valeur temporaire qui va être égale à quoi? À tab de indice 1. Donc vous voyez qu'en fait on a finalement une conversion de l'algorithme qui est très simple. Ensuite on va écrire dans tab de indice 1
qui se trouve à table indice 2. Je suis encore une fois mon algorithmie, je refais pas la résolution en entier. Et on va finalement, une fois que la valeur de indice 1 est correcte, on va récupérer dans indice 2 la valeur temporaire que l'on a stockée Python. Donc là, je reviens au début de la première colonne pour indiquer à Python que je suis plus du tout dans la fonction. Je vais donc déclarer mon tableau, ce qui en Python va être déclaré sous forme de liste. Donc je vais le mettre comme ça, 3, 4, T, et je vais essayer finalement de faire un swap. Donc je vais déjà afficher T, et je vais ensuite faire un swap de T entre l'indice 2 et l'indice 4. Donc je vous rappelle, l'indice 2 ça va être le 8, l'indice 4 ça va être le 9, et on va refaire un print de T pour essayer de voir comment ça se passe. Donc on va essayer de... J'ai maintenant mon algorithme qui est entier. Je vais ouvrir un terminal en bas pour que je puisse tester directement. Je vais sauvegarder. Et on va essayer de lancer notre fonction swap. Alors, j'ai une petite erreur de syntaxe. Ah oui. Ah, c'est amusant ça, ce que j'ai écrit. Ok. Voilà, et donc vous voyez que là, j'ai écrit d'une première fois mon tableau avant permutation, donc un 6, 8, 7, 9, 3, 4, et ensuite je l'ai écrit une fois la permutation faite entre le 9 et le 8, et vous voyez que la permutation s'est bien déroulée. Et donc, en fait, tout est en place maintenant pour pouvoir utiliser cette fonction swap dans les différents algorithmes de tri. Donc là, on a maintenant terminé, on est passé de notre phase de problématique, on a vu ce qu'on essayait de faire, qu'on essayait de changer la valeur de deux variables, on a essayé de voir à la main comment en fait la gestion de mémoire fonctionnait, on a vu comment les variables sauvegardaient leurs données, on a vu comment on pouvait permuter les valeurs de deux variables, et on a regardé aussi comment finalement fonctionnait un tableau, comment est-ce qu'un tableau était représenté en mémoire et comment on pouvait accéder à chacun de ces éléments. On a écrit un algorithme, on a d'abord commencé par faire le prototype de la fonction, on a essayé de voir, on a donné un nom à cette fonction, on a essayé de voir quels sont ses paramètres en entrée, on a essayé de voir quels sont les résultats attendus, et à partir de là, on a réutilisé les règles qu'on avait mis en place sur le changement de valeur dans les variables, avec les règles d'utilisation de la mémoire, et ensuite, on a mis en place l'appel de la fonction, respectant bien l'ordre des paramètres qui étaient définis, et on a vu qu'à partir du moment où l'algorithme était compris et parfaitement écrit, en fait, ça devenait très très simple de convertir toutes les instructions de mon algorithme vers un langage de programmation. Alors on a vu que tout n'est pas forcément identique, on a vu que certaines choses dépendent du langage. Par exemple, on n'a pas de déclaration explicite en Python des variables, on peut utiliser directement la variable valtemp sans avoir à la déclarer, et le type sera généré par la première fois où l'on met quelque chose dedans. Par exemple, on sait que tab d'indice 1, c'est un tableau d'entier, c'est comme ça qu'on l'a défini, et donc un élément de ce tableau est un entier. Et donc c'est Python qui va déterminer lui-même que si on met un entier dans valtemp, et bien valtemp va être une variable de type entier. Et ensuite, donc, cette fonction, on a pu la tester et voir que tout fonctionne. Génial! Donc on a résolu notre premier algorithme, donc un algorithme très simple, mais qui utilise déjà pas mal de notions d'utilisation de la mémoire, d'utilisation de tableaux, et comme je vous l'ai dit, c'est un algorithme, une fonction qui est utilisée effectivement de très nombreuses fois dans différents algorithmes comme les algorithmes de tri. Pour en revenir simplement à Python et à notre exemple que l'on avait là-haut, Python a aussi une syntaxe qui est vraiment très élégante pour faire une swap simple sur des variables simples. Là, j'ai déclaré A qui a une valeur de 5, B qui a une valeur de 2, et Python permet justement de décrire très élégamment
que si on veut inverser les valeurs de A et B, eh bien, il suffit de faire A virgule B égale B virgule A. Et là, c'est Python qui va gérer justement le swap, donc c'est Python qui va gérer lui-même la variable temporaire sans qu'on ait à le déclarer, pour que finalement, quand on tape cela, on se retrouve vraiment avec A égale 2 et B égale 5. Vous voyez que là, il n'y a pas eu d'écrasement, on n'a pas perdu de valeur, même si on n'a pas explicitement déclaré une variable temporaire, c'est Python qui a géré ça. Comment il faut lire ce genre d'écriture? Et bien tout simplement, dans la même écriture, A va être égal à B, et B va être égal à A, mais Python va gérer derrière des emplacements temporaires de mémoire pour que tout se passe bien. Donc voilà, en fait, on est sur un exemple très simple. Si vous êtes un développeur chevronné et que vous avez déjà beaucoup d'années devant vous, vous allez peut-être trouver que cette vidéo était simple. Mais je me suis rendu compte en fait qu'en algorithmie, très souvent, beaucoup de gens comprennent finalement l'algorithme une fois qu'il est écrit. On n'a pas de mal à le comprendre, on voit le déroulement, on voit par où ça passe. Ce qui est un petit peu plus difficile dans l'algorithmie, c'est de se retrouver devant un problème et de ne pas forcément avoir l'intuition de comment démarrer. Par quoi je commence, comment je résous ce problème, et puis là c'est vraiment quelque chose où il faut se dire, il faut vraiment y aller pas à pas. Si le problème est un peu complexe, on se rend compte qu'on ne va pas essayer de résoudre tout par bloc. On va essayer déjà de commencer par dire, je vais déjà définir mon prototype, je vais essayer de voir de quoi a besoin la fonction et qu'est-ce qu'elle doit retourner, et puis petit à petit on va décomposer les traitements, peut-être, j'ai peut-être pas besoin de tout savoir d'un coup, je vais décomposer et puis je vais déjà m'occuper de cette partie-là. Et quand cette partie-là fonctionne, je vais déjà m'occuper d'autres choses, et ainsi de suite. Et petit à petit, en décomposition successive, on va voir que finalement on arrive à résoudre des gros problèmes, même avec l'algorithmie en y allant pas à pas, en décomposant pas à pas. Et c'est un petit peu le but de ces vidéos qui maintenant vont venir, qui vont compléter les cours d'algorithmie, c'est donner un petit peu l'intuition par où je commence, par quel bout je prends mon problème, et si j'ai aucune idée de comment je vais écrire l'algorithme, eh ben je vais essayer de manipuler un peu les chiffres, je vais essayer de prendre, je vais ouvrir un Excel, je vais essayer de passer à travers mon tableau, je vais voir comment réagissent les indices, je vais voir quelles valeurs je veux les avoir où, et petit à petit, vous allez voir qu'en travaillant toutes ces notions, en les comprenant bien, en fait, vous allez avoir de plus en plus d'intuition de comment vous allez résoudre un problème. Donc je vous donne rendez-vous à très vite pour la suite d'exploration d'algorithmes et d'explications sous toutes les coutures. Bonne journée!